sur l'environnement et notamment avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, l'UNDRR, qui existe depuis beaucoup d'années aujourd'hui et qui est un bureau du secrétariat des Nations Unies qui coordonne les efforts internationaux visant à réduire les risques de catastrophes. Alors, on comprend ici que ce webinaire, il va être super important pour nous, journalistes, parce que nous sommes à quelques semaines seulement de la COP 30 qui se tient cette année à Belém, au Brésil. Et à la veille donc de ce grand rendez-vous de l'environnement mondial, on voit clairement le visage des impacts des changements climatiques sur les pays d'Afrique en termes d'inondations, d'éboulements, de glissement de terrain. Notre continent, on le sait, n'a toujours pas les mêmes moyens techniques, technologiques pour faire face à cette situation-là. Il faut donc impérativement voir en amont euh, comment est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs, comment agir pour réduire tous ces risques de catastrophe-là. C'est donc un immense plaisir pour nous de recevoir, d'avoir avec nous aujourd'hui comme invité Madame Fanny Langella de l'UNDRR pour nous parler des enjeux économiques de la réduction des risques de catastrophe. Alors, pour la présenter brièvement, à vous tous. Eh bien, sachez que Madame Fanny Langella, elle est responsable en réalité de l'unité contenu et réseau au sein du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, l'UNDRR, et supervise pour cela la présence numérique de l'UNDRR sur le web et sur tous les réseaux sociaux. Elle pilote des projets de communication sur tous les risques de catastrophes en même temps. Et puis, précisons aussi qu'elle s'emploie énormément à renforcer la capacité des acteurs de la réduction des risques de catastrophes à mieux communiquer afin de promouvoir une véritable culture de la prévention et encourager ainsi des changements de comportement durable. Et nous savons que les journalistes que nous sommes, nous sommes effectivement des acteurs, un maillon essentiel dans la réduction des risques de catastrophes aujourd'hui. Nous le savons et elle pourra également nous renforcer dans cette conviction-là. Alors, Madame Fanny Langella possède, s'il faut continuer, plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la communication en contexte international. Avant de rejoindre l'UNDR, d'ailleurs, elle a travaillé au département de l'information publique et au cabinet du président de l'Assemblée générale au siège des Nations unies à New York. C'est donc en réalité une dame pétrie d'expérience que nous avons l'honneur de recevoir ce jour. Bonjour, Madame Fanny Langella, et bienvenue parmi nous. Bonjour, bonjour et merci pour cette présentation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et aussi un grand plaisir d'avoir cet échange en français. Je vous remercie. Alors, pour planter tout de suite le décor, dites-nous, je l'ai peut-être dit en brodant un tout petit peu au début, quand et comment a été créé l'UNDR, justement? Alors, l'UNDR, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, a été créé en 1999. Au départ, la réduction des risques de catastrophe, c'était vu comme une dimension, c'était un programme d'abord au sein du Bureau des Affaires humanitaires, et puis petit à petit, il y a eu une prise de conscience que la réduction des risques, ce n'est pas qu'une question de réponse humanitaire, ça touche aussi énormément aux questions de développement. Et donc, le Bureau des Nations Unies pour la réduction de risques de catastrophes, c'est le successeur du secrétariat de la décennie internationale pour la réduction des catastrophes naturelles.
Et son rôle, c'est de coordonner et de suivre la mise en œuvre des cadres internationaux pour la réduction des risques. Précédemment, nous avions le cadre de Hyogo et depuis 2015 jusqu'à 2030, nous avons le cadre de Sendai qui formule des cibles pour la réduction des risques de catastrophe au niveau mondial, national, mais aussi local. Et donc, notre vision, c'est de briser le cycle catastrophe, perte, reconstruction, nouvelle catastrophe, nouvelle perte. Hein. Et pour ça, il faut vraiment changer de perspective. Il ne s'agit plus de gérer les catastrophes, mais de gérer le risque. Et donc, je reviens sur ce basculement de la gestion des catastrophes et de l'ancrage dans l'humanitaire vers une vision qui est plus ancrée dans les questions de développement. Justement, j'allais vous poser la question, étant donné que avec les changements climatiques qui continuent, malheureusement, les choses, parfois on a l'impression que les choses patinent, les choses n'avancent pas réellement, et surtout pour les pays africains qui subissent de plein fouet ces changements climatiques, les impacts de ces changements climatiques-là, et qui n'ont pas toujours les moyens nécessaires, hein, comme tous les autres pays, pour pouvoir y faire face. Et donc, la situation qui semble s'enliser davantage au fil des années, au fil des COP. Est-ce que les missions ont été revues pour se mettre justement au niveau, se remettre à niveau face à la réalité actuelle? Alors, l'une des cibles du cadre de Sendai, c'est d'augmenter la coopération internationale et les financements internationaux en faveur des pays les plus vulnérables. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Le message aussi sur la réduction des risques, c'est un message que nous portons dans différents forums internationaux, donc pas seulement sur la question de la réduction des risques, mais comme vous le mentionnez à la COP, à travers aussi tous les discussions sur les pertes et les dommages, mais aussi récemment, il y a eu la conférence sur le financement du développement qui a lancé aussi, qui a souligné l'importance de la réduction des risques. Et donc, c'est vraiment un point fondamental parce que si l'on n'arrive pas à réduire les risques de catastrophe, et ça va être le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, et bien, c'est tous les efforts de développement qui se voient réduits à néant encore et encore à chaque nouvelle catastrophe. Malheureusement. Merci infiniment, Madame Fanny Langella. Je vais tout de suite introduire Hector Namangué parce que c'est lui qui va s'entretenir avec vous avant de passer à tous nos confrères et consoeurs à travers le continent. Hector Namangué, qui est un journaliste environnementaliste et fervent défenseur de la planète depuis plus pratiquement 2 décennies aujourd'hui, hein, c'est depuis de longues années. Hector Namangue est directeur de publication et fondateur de Vert Togo, qui est le premier média scientifique sur l'environnement économique vert, sur l'environnement et l'économie verte et les ODD. C'est au Togo. Eh bien, Hector aujourd'hui est en même temps point focal environnement du REMAPSET, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Il est donc le point focal dans son pays, au Togo, et il est le coordonnateur régional sur la lutte contre les changements climatiques du REMAPSEN en même temps. Bonjour Hector, tu nous écoutes, je suppose. Hector, j'espère qu'il est là. Il est en ligne, Hector. Je sais que des fois, il a quelques petits soucis. Il peut avoir quelques petits soucis de connexion, de réseau avec la connexion qui n'est pas toujours très facile dans les pays en Afrique subsaharienne. Et donc, je crois qu'il va nous rejoindre d'un moment à un autre, mais il va effectivement s'entretenir avec vous, Madame Langela,
euh, notamment pour savoir, je profite comme ça pour poser déjà tout de go la première question. Quels sont les impacts aujourd'hui, les impacts économiques les plus immédiats des catastrophes sur nos économies africaines? Alors, c'est vrai que les impacts économiques sur l'Afrique sont importants, hein. On parle de destruction des infrastructures, des logements, un impact très important sur le secteur agricole. On estime que les pays africains perdent chaque année 2 à 5% de leur PIB à cause des phénomènes climatiques. Et là, on parle de catastrophes liées au climat, mais il y a également d'autres risques non climatiques. On a pu le voir, par exemple, avec le tremblement de terre au Maroc, qui a eu un impact économique très important. Ce qui est important de noter, je crois, c'est que, euh, et c'est très vrai quand il s'agit de l'Afrique, on a d'énormes lacunes sur les données économiques, sur les pertes économiques liées aux catastrophes. C'est dû en partie à un manque de capacité au niveau des bureaux de la statistique, mais aussi par d'autres facteurs. Par exemple, les méthodes de comptabilisation des pertes souvent ne comptent que les pertes au-delà d'un certain seuil. Or, il y a beaucoup de catastrophes qui ont des petites pertes, on va dire, qui vont affecter un village et qui ne vont pas forcément remonter et être prises en compte dans les statistiques officielles, mais ces villages vont être affectés tous les ans et c'est des catastrophes qui reviennent sans arrêt et qui érodent la capacité de résilience et qui, cumulées les unes aux autres, ont un coût très important et souvent même plus important que les catastrophes dont on parle dans les médias. Et là, je voudrais souligner aussi le rôle que vous pouvez avoir en tant que média pour mettre en lumière ces phénomènes autour de catastrophes qui semblent être à petite échelle, mais qui, chaque année, chaque saison, se reproduisent et viennent plonger les ménages dans un cercle vicieux de dette et de pauvreté. On a du mal aussi à mesurer les pertes économiques parce que le secteur informel est important en Afrique. Peu- il y a beaucoup d'activités et de foyers qui ne sont pas assurés. Et donc, ça rend aussi difficile de comptabiliser ces pertes. Et puis, au-delà des pertes directes hein, qui affectent les foyers, les infrastructures, les moyens de production, il y a aussi les pertes indirectes. Les pertes indirectes, par exemple, c'est la perturbation des chaînes d'approvisionnement. On a pu le voir avec les cyclones au Mozambique qui ont pu avoir un impact sur toute l'économie régionale en rompant les chaînes d'approvisionnement. Il peut s'agir aussi ça cause une baisse de la productivité. Euh, et puis, c'est des coûts de reconstruction qui ne sont pas investis ailleurs, alors qu'on aurait pu construire une nouvelle route, une nouvelle école, un nouvel hôpital. Eh ben, non, on va devoir investir cet argent pour reconstruire une nouvelle fois. Et donc, on observe des spirales négatives
sur les ménages qui, pour survivre, s'endettent, vendent leurs terres ou retirent leurs enfants de l'école, et ce qui réduit encore plus leur capacité de résilience et les rend encore plus vulnérables au prochain choc. Il y a la spirale des finances publiques avec des gouvernements qui doivent financer la réponse et la reconstruction. Ça augmente leurs dettes et ça diminue leur capacité d'investissement. Et puis, du coup, la spirale de la croissance économique, puisque ces pertes directes, mais surtout ces pertes indirectes qui affectent le commerce, la productivité, les chaînes d'approvisionnement, entraînent un ralentissement de la croissance. Donc, moins de croissance, moins d'investissement, plus de chômage, plus d'inégalités. Et ça, c'est un cercle vicieux qui entretient la pauvreté et la vulnérabilité structurelle. Donc, c'est une image complexe, la question des pertes économiques en Afrique, et qui demande une approche nuancée et que l'on l'explore à des niveaux différents. Merci infiniment. On voit effectivement que 2 à 5% de pertes économiques pour les pays africains, c'est effectivement très, très énorme hein, à cause des changements climatiques. On a surtout compris que le rôle des médias aujourd'hui est très important, leur rôle surtout pour mettre en lumière les catastrophes qui sont même à petite échelle et qu'on ne voit pas toujours, mais qui sont dangereuses pour nos pays. Et on doit d'ailleurs préciser que le problème des données aujourd'hui est un problème très important parce que même au niveau du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, c'est la même plainte, la même rengaine qui revient sur l'absence des données des pays africains. Et donc, il faut faire effectivement beaucoup de travail à ce niveau-là pour pouvoir fournir les données nécessaires qui peuvent aider plus tard dans la réduction, dans la prévention de tous ces risques de catastrophe-là. Alors, je pense que Hector, son micro, il est déjà ouvert. Il est là avec nous. Bonjour Hector. Hector? Hector? Hector, tu nous entends? Tu es là déjà? Alors, j'espère que nous allons bel et bien retrouver Hector tout à l'heure pour En, en attendant qu'il nous rejoigne, on va vous demander à nouveau, Madame Langela, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut protéger donc tous ces secteurs clés qui sont victimes des changements climatiques, notamment l'agriculture, qui est un des secteurs clés de l'Afrique, mais également l'énergie, qui est un autre secteur vraiment très important. Comment est-ce qu'on peut protéger tous ces secteurs-là contre les pertes liées aux catastrophes, vous pensez? Alors, je pense que tout d'abord, il faut commencer par une meilleure connaissance du risque, une meilleure analyse des risques. Et pour cela, donc avoir des données sur le passé, ça nous aide, les données sur les pertes. Il faut aussi pouvoir modéliser les risques du futur, et notamment sur les risques climatiques. On voit que la perspective historique ne suffit plus pour pouvoir se préparer et pouvoir comprendre les impacts futurs qui sont notamment bouleversés par les changements du climat. Donc, tout d'abord, mieux comprendre les risques et intégrer cette analyse de risque avant tout investissement. Ça, c'est notamment particulièrement important dans le secteur de l'énergie et des infrastructures. On estime que l'Afrique nécessite environ 130 à 170 milliards de dollars par an pour combler ses lacunes infrastructurelles. Et donc, il est vraiment essentiel que ces investissements soient dirigés dans des projets d'infrastructure qui sont résilients et qui sont informés
par les risques. Si on construit un pont dans une zone où il y a les risques de forte inondation et qu'il n'est pas assez solide pour résister à un torrent de boue, c'est un investissement qui va être euh, qui ne rapportera rien. Ce sera de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, il faut vraiment s'assurer que les infrastructures soient résilientes et informées par une connaissance et une analyse des risques présents et futurs. Il faut aussi considérer les impacts en cascade. C'est notamment vrai dans le secteur de l'énergie. Si Comment est-ce qu'on peut créer un réseau énergétique qui soit résilient? Si une centrale hydroélectrique ne peut plus produire autant à cause de la sécheresse, parce qu'il n'y a plus assez d'eau, comment va-t-on pouvoir compenser à travers d'autres sources? Peut-on basculer et avoir un réseau qui puisse fonctionner tant en période de sécheresse que de fortes pluies, par exemple. Et donc, considérer ces impacts en cascade. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe quand on perd l'électricité? Quel impact sur le réseau des télécommunications? Quel impact sur les réseaux des transports? Donc, avoir une vision interconnectée des risques et des systèmes d'infrastructure. Euh, dans le domaine agricole, il faut aussi envisager des pratiques agricoles durables et adaptées au changement. Donc, ça peut être l'introduction de semences qui sont plus résistantes à la sécheresse, de nouvelles techniques d'irrigation, une meilleure connexion avec les services météorologiques. Et là, aussi, les médias peuvent avoir un rôle, on le voit notamment les radios communautaires, par exemple, pour traduire des informations assez techniques sur la météo, sur les prévisions saisonnières et les traduire en recommandations pratiques sur ce qu'on doit planter, quand on doit le planter. Euh, euh, et, et- et transmettre cette information scientifique avec de façon claire et avec des personnalités et des voix qui sont peut-être plus connues et en qui les communautés font plus confiance que des scientifiques de la capitale. Donc là encore aussi, un rôle qui peut être important pour les médias, que ce soit pour questionner les projets de développement et leur degré de résilience ou pour aider les communautés à mieux comprendre ces changements qui les affectent. Merci infiniment. C'est clair donc que c'est très important aujourd'hui la modélisation déjà des risques, hein, et pouvoir effectivement mettre en place des pratiques agricoles durables et même des réseaux électriques également durables, mettre en place des calendriers agricoles, des prévisions saisonnières qui effectivement sont adapté à la situation actuelle. En attendant, peut-être que Hector puisse le faire. Dites-nous, quelles sont les solutions de financement innovantes aujourd'hui qui permettent de renforcer la résilience face aux risques dans les pays africains, Madame Langela? Alors, il y a différentes pistes qu'on peut explorer et à des niveaux bien différents. On observe notamment
pas mal d'innovations dans le secteur de l'assurance, avec des assurances paramétriques. Donc, c'est des assurances qui sont déclenchées, où le paiement est déclenché lorsqu'on atteint un certain seuil qui avait été établi auparavant. Donc, au lieu d'attendre une longue évaluation des dégâts, etc., on a déjà un accord que s'il y a un cyclone de force 5 qui va toucher une certaine zone, à ce moment-là, ça déclenchera le paiement d'un certain montant. Cette assurance paramétrique, elle peut être établie au niveau de l'État, mais elle peut aussi déclencher des paiements directement aux communautés. Et là où on voit aussi des innovations intéressantes, c'est que certains produits d'assurance n'attendent pas que l'impact n'attendent pas que l'impact de la catastrophe se soit fait sentir. On peut avoir aussi des financements anticipatifs avec les déboursements automatiques avant une catastrophe. Et ça peut permettre aux communautés de se préparer, d'évacuer d'une zone, d'évacuer leurs troupeaux, de faire en sorte de protéger les stocks, les récoltes, etc. Donc ça, le financement anticipatif, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi vraiment faire une différence importante pour aider les communautés à se protéger avant la catastrophe et donc à se relever plus rapidement après. Euh, on peut aussi observer pour les communautés des systèmes de micro-assurance agricole. On peut, pour mobiliser les capitaux privés, on a aussi les nouveaux produits comme les obligations vertes, qui sont des emprunts qui peuvent être émis par un État, une banque ou une entreprise pour financer des projets qui ont un impact positif sur l'environnement ou la résilience. On peut ainsi financer, par exemple, des projets d'infrastructures résilientes, de transport durable, de gestion de l'eau. Et donc, l'argent levé ainsi doit être uniquement affecté à ces projets verts ou ces projets de résilience. Et donc, si les fonds servent à construire des infrastructures résilientes aux inondations ou à développer l'agriculture durable, eh bien, ça réduit les risques de catastrophes. On a aussi ce qu'on appelle les CAT bonds, les catastrophe bonds, c'est les obligations des titres financiers qui sont émis par un État et qui permettent de transférer le risque de catastrophe aux investisseurs. Et donc, si aucune catastrophe majeure ne survient, les investisseurs perçoivent leurs intérêts, mais s'il y a une catastrophe, l'argent sert à financer la réponse et la reconstruction. Donc, c'est un mécanisme de partage du risque. Et donc, il y a un certain nombre comme ça de mécanismes de financement qui peuvent, que ce soit au niveau souverain et au niveau des États, aider les États à limiter leurs risques budgétaires et à protéger euh, leur budget national pour ne pas augmenter la dette. Et il y a de même des produits qui s'adressent plus aux individus ou aux communautés. Alors, à Euh, vous écouter, honnêtement, ma- oui, ma- Président? Madame Batongue, essayons encore de relancer Hector. Hector, Oui, président. J'espère que ah, maintenant vous m'écoutez. Oui. oui, ça va bien. Vous avez changé de poste, ça nous donne de meilleurs Oui, résultats. Donc, vous allez prendre à partir de la question. 4. Madame Batongue, la question numéro combien? Oui, ce sera à partir de la question numéro 4, parce que tout à l'heure, Très avec bien. Madame Langela, on vient de voir la question numéro 3, hein.
qui parle D'accord, super. des assurances, l'assurance paramétrique au niveau des États, le financement anticipatif pour payer les communautés victimes, même si on va dire que dans la réalité de nos pays africains, c'est trop beau pour être vrai parce que la réalité du terrain est tout autre. Parce que dans la plupart de nos pays, les catastrophes, ça surprend chaque année. Pourtant, presque chaque année, on sait qu'elles sont là. Donc, du coup, la question numéro 4, Hector. Alors, merci, en tout cas, merci pour les précieuses informations que Hector, Madame. il faut activer la caméra, sinon on ne pourra Ok, pas te voir, hein, s'il te plaît. ok, Ok. je disais, oui, je disais un sincère merci déjà avec toutes les informations que Madame Langela vient de partager avec nous. Bon, toujours dans la même lancée, moi, je m'intéresserai beaucoup plus sur la manière dont le secteur privé peut contribuer à limiter les coûts économiques des catastrophes. Quelle est la manière appropriée avec laquelle le secteur privé peut contribuer à limiter les coûts économiques des risques et catastrophes? Hmm. Alors, à l'UNDR, on dit souvent que les catastrophes ne sont pas naturelles parce que c'est les choix que nous faisons, et notamment les choix de développement, qui peuvent soit accroître le risque, soit réduire le risque. Et donc, le secteur privé a un rôle très important à jouer dans ce domaine parce que les choix d'investissement peuvent effectivement accroître les risques de catastrophe ou contribuer à les réduire. On le voit bien sûr avec la crise climatique, mais si on construit, si on développe les villes dans des zones, dans des zones inondables, si on établit une nouvelle usine, des sites de production dans des zones exposées au risque, forcément, on accroît le risque de catastrophe. Donc, c'est tout d'abord très important d'intégrer les risques climatiques et une analyse du risque dans les investissements. Il faut aussi s'assurer de la résilience des chaînes d'approvisionnement. Donc, il ne faut pas avoir une vision qui est réduite seulement à un site de production, puisque l'économie est de plus en plus interconnectée. Donc, il faut vraiment réfléchir à la résilience des chaînes d'approvisionnement, des moyens de transport et d'échange euh, pour s'assurer que l'on peut continuer ou reprendre des opérations économiques aussi vite que possible après une catastrophe. Il faut aussi s'assurer, et ça je reviens sur la question de ne pas augmenter les risques par nos choix d'investissement, la surexploitation des ressources, la dégradation des écosystèmes, c'est quelque chose qui peut aussi contribuer à réduire notre résilience. Donc, on le voit notamment dans les zones côtières, quand les zones humides dans les côtes sont dégradées, ça limite la résilience aux inondations côtières et la capacité d'absorption des côtes des grosses tempêtes, par exemple. Euh, Enfin, je pense que c'est aussi important de souligner que le secteur privé a un rôle important à jouer à travers les partenariats publics-privés. Par exemple, les télécoms et les médias, et aussi les médias privés, ont un rôle important à jouer dans les chaînes d'alerte précoce. Et on le voit dans certains pays de plus en plus les télécoms sont, les entreprises de télécoms sont des partenaires importants pour s'assurer
pour assurer la connexion avec les bureaux de gestion des risques de catastrophe, les bureaux de météorologie nationale pour la dissémination d'alertes à travers les systèmes de SMS. Donc, ça peut être des choses aussi très concrètes à travers ces partenariats publics et privés. Hector? Hector? Non, mais pour poursuivre, Madame Langela, quels sont aujourd'hui... Ah, Hector, il est là. Oui, Hector? Hector a le micro fermé en fait. Monsieur Bamba Youssouf, est-ce que c'est possible d'ouvrir le micro d'Hector? Son micro, il est fermé. Là, c'est bon, je crois. Allô? Oui. Ok, bon, nous allons poursuivre, en tout cas sur cette même lancée. Vous avez parlé tout de suite je crois que vous avez parlé du secteur privé, mais j'aimerais savoir, est-ce que l'UNDR travaille déjà avec des communautés locales? Sinon, ou bien sinon, quelles sont les actions locales qui sont les plus efficaces pour réduire la vulnérabilité économique des communautés, surtout que on sait que dans nos régions en Afrique, c'est beaucoup plus ces communautés qui sont souvent victimes de ces catastrophes naturelles. Alors, donc, l'action de l'UNDR, elle est plus au niveau du soutien technique au gouvernement dans le développement des politiques nationales. Et un des points que l'on souligne et qui a un rôle essentiel pour la résilience des communautés, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté et le développement des systèmes de protection sociale. Parce que on voit que les catastrophes discriminent. Elle ne traite pas tout le monde pareil. Le risque n'est pas égal pour tout le monde. Et donc, les communautés les plus pauvres, les personnes exclues, les inégalités, tout ça sont des facteurs qui augmentent les risques et qui affectent la résilience. Donc, nous travaillons notamment sur comment intégrer une perspective sur la réduction des risques de catastrophe dans les systèmes de protection sociale. Comment inclure les communautés dans les prises de décision qui les concernent sur la réduction des risques. Les solutions qui sont parfois pensées dans les capitales ne sont pas toujours adaptées à la réalité locale. Donc, un de nos messages clés, c'est vraiment que la réduction des risques, c'est une affaire qui concerne toute la société, qui doit amener à un dialogue social et inclusif qui amène tout le monde autour de la table. Euh, Par exemple, si je vous donne un exemple concret, mais si une catastrophe affecte un village, pendant cette catastrophe, une femme perd son mari et qu'elle n'a pas de titre de propriété sur sa terre, que se passe-t-il pour elle? Ça, c'est une question d'inégalité structurelle, mais qui est lié aussi à la capacité de résilience. Donc, c'est vraiment important d'inclure tous les représentants, tous les membres de la communauté dans ces décisions. C'est le cas également pour les personnes handicapées qui sont souvent laissées derrière dans les catastrophes. Les systèmes de réponse ne les prennent pas toujours correctement en compte. Donc ça aussi, c'est une dimension importante à considérer. Et puis, finalement, ce qui est vraiment important
pour permettre aux communautés de participer aux prises de décision qui les concernent. C'est une communication sur les risques qui soit efficace à travers des programmes de sensibilisation, à travers des programmes d'éducation. Et nous, on a un message très important sur la communication des risques, c'est que la communication des risques, ça ne peut pas être le gouvernement ou l'Agence nationale de gestion des catastrophes qui juste parle aux populations. Il s'agit d'un dialogue, hein. Les populations connaissent aussi leur réalité locale. Elles ont des solutions et donc il faut que ce soit vraiment à travers un dialogue informé que l'on peut trouver ensemble et avancer sur ces solutions-là. Et là encore, je veux souligner le rôle des médias pour nourrir ce dialogue, nourrir ce dialogue social en racontant la réalité des communautés, mais aussi les solutions, les connaissances locales que l'on peut observer sur le terrain. Hector, pourquoi le micro Bon, d'Hector OK, alors se merci, ferme à tous les coups? merci beaucoup, Madame Langela. Je pense que on pourra peut-être maintenant passer aux échanges avec les journalistes, vu que vous avez déjà développé une bonne partie de la dernière question. Il s'agit donc de ce que les médias pourraient faire pour améliorer la situation. Je Si vous, voudrais d'abord vous remercier pour ce que vous avez dit. Vous voulez ajouter quelque chose, madame, avant de passer aux questions? Oui, 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 je voudrais un petit peu développer sur le rôle des médias parce que donc on a un petit peu évoqué le rôle des médias dans les chaînes d'alerte précoce, mais je voulais insister un petit peu là-dessus parce que le rôle des médias, c'est pas seulement de diffuser une alerte, mais c'est aussi d'expliquer ce qu'il faut faire de transmettre une information qui parfois est un peu technique en des termes clairs qui permettent aux gens de comprendre et de prendre des décisions dans des périodes souvent de crise, de stress important. Et puis, il faut vraiment aller au-delà de la simple couverture des catastrophes lorsqu'elles se produisent, hein, parce que trop souvent, l'information est juste réactive. Où, quand, combien de victimes, mais c'est important ça, mais c'est pas suffisant. Et on l'a vu notamment pendant la pandémie que diffuser de l'information, ça suffit pas à changer les comportements. Et donc, pour restaurer la confiance du public, pour construire des sociétés résilientes, il faut vraiment élargir le spectre du journalisme sur les risques. Ça veut dire parler des risques en temps de paix, pas seulement après une catastrophe, mais ça peut être pendant la phase de reconstruction pour discuter des choix et de reconstruction que l'on fait. Ça peut être lors de l'anniversaire d'une catastrophe pour regarder quels progrès ont été faits. Ça peut être au moment des élections, au moment du vote du budget. Donc, il y a différents moments, pas juste au moment de la catastrophe elle-même, où il peut y avoir un angle journalistique pour discuter du risque. C'est important aussi de mettre en avant des solutions et des bonnes pratiques, de comparer ce que font d'autres pays, d'autres villes, d'autres régions, et pour ne pas juste regarder le problème, mais aussi proposer des solutions. Et puis enfin, je reviens à ce que je disais, il faut aussi animer vraiment des conversations publiques sur les risques qui touchent vraiment directement vos audiences, hein, que ce soit en termes de sécurité, de finances personnelles, de famille, d'économie, d'éducation. Le risque touche à tous ces domaines et donc il y a plein d'angles éditoriaux possibles pour les explorer. Voilà.
Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. C'est très, très important tout ce que vous ajoutez. En tout cas, nous sommes conscients que les médias ont effectivement un rôle à jouer dans toute la communication globale, parce que la communication n'est pas que médiatique. Nous avons un rôle à jouer. C'est même l'une des raisons qui nous conduit aujourd'hui à ce webinaire. Alors, le principe de cette dernière partie des questions-réponses est le suivant. Là, je m'adresse à tous les confrères journalistes connectés. Vous devrez juste chercher à appuyer sur l'icône lever la main. Ça va afficher donc sur votre photo et nous allons ouvrir donc votre micro. Essayez d'être vigilant à ce moment-là. Vous allez donc activer votre micro et poser votre question. Je voulais demander à Mme Batongue aussi de... Non, je ne sais pas les deux finalement parce que Hector ayant quelques soucis, mais je pense que c'est Hector qui avait été désigné pour ça. Notez un peu les questions dans le chat. Donc, ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, je vous invite à le poser dans le chat. Comme ça, à la fin des entretiens, on va donner la parole à Hector pour revenir sur toutes les questions qui n'ont pas été posées. On aura 3 séances de questions, de 5 questions. Bon, là, nous avons pour la première liste déjà 4 personnes inscrites. Madame Ambroisie Memede du Togo, il y a Sibi Mengue du Gabon, il y a Hassan Daouda du Niger et Agibou Koulibaly du Mali. Donc, je vais demander à... On va activer donc le micro de Madame Ambroisine Memede pour qu'elle puisse poser sa question. Et d'ailleurs, je vais activer les micros de tous ceux qui se sont déjà inscrits là pour la première liste. Donc, Madame Memede, vous avez la parole maintenant. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Langela, pour toutes ces informations. Très... Ambroisine, la caméra. Voilà, merci. N'oubliez pas, Merci chers amis, beaucoup. parce que on a nos collègues de la télévision qui ont du mal à trouver souvent des images après nos webinaires. Hein? Pardonnez-moi. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Je suis Memede Ambroisine, la coordonnatrice de Remapsen au Togo. Je suis la directrice de l'agence de presse Savoir News et du site d'information agroclimatique. Ma question, madame, c'est de savoir comment aller agir en amont de ces crises. Il s'agit de dépasser ce cycle de répétition, réagir, reconstruire, répéter. Ces crises affectent beaucoup les femmes. Et comment est-ce qu'il faut agir en termes de prévention? Et si j'ai droit à 2 questions, Monsieur le Président, j'ai droit à 2 questions? Allez-y, allez-y, madame. La deuxième question, c'est juste une petite curiosité. Il y a des cyclones qui portent des noms de personnes, Katharina. Et, bon, j'essaie de comprendre pourquoi on donne ces noms-là. Juste une curiosité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sibi Mengue du Gabon, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour tout le monde. Bonjour également à Madame Langela. Alors, j'ai également 2 questions, notamment comment les catastrophes exacerbent-elles les inégalités économiques et quels sont les instruments pour protéger les populations les plus vulnérables. Et également, j'aimerais savoir comment renforcer la gouvernance locale pour une RRC efficace. Merci. Merci beaucoup. Hassan Daouda, j'active ton micro depuis tu ne réagis pas. Tu ne voulais plus intervenir? Bon, Bakary Gueye de la Mauritanie, vous avez la parole. Bonjour, allô, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bonjour. Merci beaucoup. C'est qui, c'est Hassan? Oui, c'est bien Hassan Daouda du Niger. Ok, mais ta caméra est dirigée au plafond. C'est bon maintenant, c'est bon?
Non, c'est pas bon. Maintenant, c'est le nez que je vois. Allô? Bonjour, c'est bon. Daouda, il faut mieux. Là, je te C'est bon vois maintenant, plus. c'est bon. Non, pas du tout. Vraiment Ah, pas du tout. En tout cas, tu Voilà, poses ta ça allô, va mieux. question. bonjour. Encore un peu d'effort. Voilà, ça va mieux. Allez-y, Hassan, on vous voit bien. C'est bon, d'accord. Bonjour, bonjour, Hassan Monsieur le Daouda est Président. du Niger. Allez-y. Oui, oui, Vous bonjour. présentez votre organe de Bah, presse. d'accord, merci beaucoup. Moi, c'est Hassan Daouda. Je suis le point focal à Remapsen pour le Niger. Je suis également rédacteur en chef adjoint du quotidien national, Le Sahel. Merci beaucoup, Madame Langela, pour cette opportunité. Ma question, c'est de savoir, au niveau du Bureau des Nations Unies, pour la réduction des risques des catastrophes, quel est aujourd'hui le nouvel ancrage des Nations Unies pour passer du discours à l'action à travers un financement conséquent des Nations Unies euh, au niveau des pays africains, dont nous le savons tous, les économies sont fragiles pour faire face aux risques de catastrophes. Ma seconde question, je voudrais savoir quelles sont déjà les actions qui sont à l'actif du bureau par rapport au financement justement de ces risques dans nos pays africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va aller en Mauritanie. Bakary Drey, je demande à Agibou Koulibaly d'activer son micro, s'il te plaît. Après la Mauritanie, on ira au Mali. Ok. Oui, Bakary, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. C'est Bakary Gueye, donc coordinateur du REMAPSEN Mauritanie et rédacteur en chef du site web Initiative News. Merci beaucoup pour Madame Angela pour l'exposé. J'ai deux questions. Ma première question concerne d'abord, je voudrais savoir vraiment quel est l'accompagnement concret de l'UNDRR pour les pays d'Afrique qui font face aujourd'hui à beaucoup de catastrophes climatiques, notamment des catastrophes qui ne sont pas jugées majeures parfois, mais aux graves conséquences. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, nous avons pratiquement des inondations récurrentes durant cette période d'hivernage. Nous avons des crues, par exemple, au niveau du fleuve Sénégal, qui chaque année causent beaucoup de problèmes aux populations. Est-ce qu'à ce niveau, l'UNDRR a quelque chose à proposer à ces pays qui font face à ces catastrophes-là? Ma deuxième question concerne un peu l'assurance pour les catastrophes. Vous avez parlé des quatre bonds, l'application des quatre bonds en Afrique, par exemple. Est-ce que ce modèle-là a été appliqué quelque part en Afrique? Je voudrais savoir. Merci beaucoup. merci beaucoup à la Mauritanie. Et nous allons maintenant au Mali. Agibou Koulibaly, bonjour. Bonjour, mon président. Et bonjour également à Madame Fanny Langela pour vraiment être l'invité de ce séminaire. Moi, juste, j'ai deux questions. Le Mali, comme beaucoup de pays sahéliens, subit régulièrement des inondations et des sécheresses qui impactent directement l'agriculture et l'économie locale. Et selon Madame, quels sont les leviers que les autorités maliennes doivent s'appuyer pour renforcer la résilience face à ces nombreux risques? Ça, c'est ma première question. La seconde question est l'UNDR accompagne de nombreux pays dans la prévention des catastrophes. Quelles solutions concrètes ou bonnes pratiques mises en œuvre ailleurs en Afrique pourraient inspirer le Mali pour réduire à la fois la perte en vie humaine et les coûts économiques? Voici mes deux questions en tant que point focal environnement au Mali. Et actuellement, je suis le directeur régional de l'ORTM à Badiangara. Merci, madame, Merci et merci, monsieur le beaucoup. Merci. président. Merci à Guibou. Merci à tous les confrères. On va donner la parole à Madame Langela. On prendrait une seconde vague tout à l'heure, mais le principe demeure le même. Il faut juste que vous appuyez sur cliquez la main. Pardon, levez la main. Vous cliquez sur lever la main pour qu'on puisse vous repérer comme
un journaliste qui a envie de poser une question. Donc, Madame Langela, voici les questions qui ont été posées pour cette première vague. Je ne sais pas si vous pouvez commencer à répondre. Oui, alors, beaucoup de questions. Vraiment, beaucoup de questions. Essayez de voir. Oui. Donc, il y en a certaines sur lesquelles on avait déjà un petit peu discuté, et Ouais. notamment de comment renforcer la résilience économique. Donc, je voulais insister vraiment sur cette question de compréhension et de connaissance du risque, et d'analyse du risque, qui est un des domaines d'action de l'UNDAA. Donc, nous sommes une petite agence, mais notre rôle, c'est de coordonner l'action du système des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe. Donc, on ne peut pas conduire des gros projets d'investissement, par exemple, comme la Banque mondiale, mais nous pouvons amener différents acteurs autour de la table, autour de ces questions. Et donc, nous travaillons notamment sur l'analyse du risque, euh, euh, qui permet aussi d'informer le développement des systèmes d'alerte précoce. Et notamment, faisons partie de l'initiative de l'ONU, les alertes précoces pour tous, pour s'assurer que tous les pays du monde soient couverts par un système d'alerte d'ici 2027. Donc ça, s'assurer que ces systèmes d'alerte précoce soient opérationnels, soient informés par une analyse des risques, c'est particulièrement important, et c'est un de nos domaines d'action prioritaires. Une de vos collègues a mentionné les femmes, et donc nous nous attachons aussi à nous assurer que ces systèmes d'alerte soient inclusifs, qu'ils touchent tout le monde, et notamment aussi les femmes, les personnes handicapées. Donc, quand on est dans des situations, par exemple, où il y a des inégalités en termes euh, de capacité de lecture, d'accès aux médias, à l'Internet, au téléphone, etc. Il est important de s'assurer que les systèmes d'alerte soient ce qu'on appelle multi-channel. Donc ça, c'est vraiment un domaine sur lequel on travaille. On travaille aussi sur l'analyse du risque pour informer la résilience des infrastructures, comment les infrastructures sont connectées entre elles, comment les risques sont connectés entre eux, et comment des investissements peuvent être ciblés pour s'assurer que les infrastructures soient plus résilientes, et que du coup l'impact des catastrophes soit réduit. Euh, donc ça, c'est un petit peu des éléments des zones de travail qu'on a. Sur la question du financement, donc l'UNDA est aussi membre et fait partie du secrétariat du réseau de Santiago, qui mobilise des ressources et capacités techniques pour répondre à l'impact des changements climatiques. Nous travaillons aussi avec les pays pour les soutenir dans le développement de bases de données sur les pertes. Et donc, ces bases de données sur les pertes, ça doit leur permettre aussi d'établir euh, un historique et une base à partir desquelles ils peuvent décider de où cibler les financements, montrer quelle est l'ampleur de l'impact qui, enfin, des
des impacts qui les affectent et informer les décisions d'investissement. Nous travaillons aussi sur ce qu'on appelle l'étiquetage budgétaire. On a fait quelques études en Afrique où on estime qu'il y a à peu près 4%, on a étudié 16 pays, 4% du budget national touche à la réduction des risques. Il y a une partie qui est dédiée, strictement dédiée à la réduction des risques, mais l'essentiel, c'est ventilé à travers différents secteurs. Et donc, savoir quelle est la part de ce budget pour pouvoir augmenter ces dépenses et mobiliser les donateurs. Ça aussi, c'est un élément important. Donc, nous accompagnons vraiment les pays dans le développement de stratégies de financement qui doivent leur permettre d'attirer des fonds de donateurs comme le Global Climate Funds, par exemple. Il y avait aussi une question très intéressante sur le renforcement de la gouvernance locale. Et donc, pour nous, la gouvernance du risque et la gouvernance locale, c'est vraiment extrêmement important. Il y a différents axes auxquels on peut réfléchir. Tout d'abord, en termes de gouvernance du risque, l'un de nos messages clés, c'est que la gouvernance du risque, elle doit être multisectorielle parce que le risque nous affecte tous, affecte tous les secteurs de la société, l'économie, l'éducation, la santé, l'agriculture. Et donc, ça ne peut pas être juste. C'est pour ça qu'on est passé d'une vision de la gestion de la catastrophe à une vision de la gestion du risque. Et ça doit être multisectoriel. Donc, la gouvernance du risque, la gouvernance, qu'elle soit nationale ou locale, elle doit être multisectorielle. Elle doit mettre autour de la table tous les acteurs de la société. Elle doit aussi être ancrée dans les réalités locales, dans les savoirs locaux. Et donc ça, on revient à la question de l'inclusion, de la participation de tous dans les questions de la gestion du risque. Ça, c'est vraiment une priorité. Concrètement, l'UNDR a établi un réseau aussi qui s'appelle Making Cities Resilient, qui rassemble des villes du monde entier pour faire des partages de connaissances, pour renforcer la capacité au niveau local sur les questions que ce soit par exemple le développement de stratégies face aux chaleurs extrêmes, que ce soit sur les questions de mobilisation des financements, de solutions basées sur la nature, et donc de stimuler de nombreux échanges sur toutes ces questions à travers donc cette initiative Making Cities Resilient. Je ne sais pas si j'ai laissé des éléments. D'accord. Oui, j'espère que vous avez également donné une réponse à toutes les questions. Alors, s'il y a encore des questions qui n'ont pas eu de réponse, on demande à nos collègues de réagir dans le chat. Comment Hector se fera le plaisir de nous ramener encore les questions. Madame, vous voulez dire quelque chose? Je n'ai pas répondu à la question des cyclones. Ah oui, d'accord, allez-y. Oui, Allez-y, je n'ai pas allez-y. répondu à la question des cyclones. Donc ça, c'est un processus qui est conduit par l'organisme régional compétent pour les cyclones tropicaux. Et donc, il y en a un pour la région Afrique. Et ils établissent des listes préalables de noms qui sont proposés par les services météorologiques des États membres de l'Organisation météorologique mondiale.
Et donc, ça repose sur la familiarité pour les populations des noms dans chaque région. Et donc, voilà, donc c'est important de noter que ce n'est pas nommé d'après des individus. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai 6 à 7 personnes inscrites sur la seconde liste déjà. Mais je voudrais juste dire que les pays qui n'ont pas encore eu la parole seront prioritaires. Mais bon, on verra bien comment on peut donner la parole aux autres. Là, on a la Guinée équatoriale, on a le Sénégal, on a le Bénin, on a la RDC, on a 2 personnes au Bénin et on a aussi le Gabon. Dis à Hector que au moment de donner donc lecture des questions dans le chat, tu pourras profiter aussi pour donner tes propres questions. J'ai vu que tu avais envie d'intervenir. Alors, donc je vais essayer de vous donner la parole, s'il vous plaît. Désolé, celle qui est de moi, Sergine Boueka de la, de la RDC. Sergine, tu peux prendre la parole. Sergine, essayez d'activer vos micros, s'il vous plaît. Il y a Sergine, il y a Michael Chobodo. Et donc, Michael. Michael, tu es là? Je ne vois Oui, personne. alors bonjour Président. Bonjour Président, je suis là. Ok, allez-y, Oui, allez-y. merci beaucoup Madame Langela pour votre communication. Alors moi j'ai 2 questions pour le compte du Bénin. La première dit ceci. Alors quels sont vos rapports avec les organismes au niveau international qui œuvrent dans l'humanitaire, Le notamment... Bénin est visible sur mon écran, hein? Président, président, Oui, il y a oui. Madame Langela qui a un petit souci. Elle s'est mutée pour tousser. Est-ce que c'est possible de réactiver son micro? Ah bon. Ouais. Bon, attendez, hein. Les amis, attendez, parce qu'il faut qu'elle note vos questions. Il faut qu'on s'assure qu'elle est en place, hein. Un instant. Dis à Mme Langela de lever la main, je vais la repérer, sinon c'est compliqué un peu. Il faut que j'aille la chercher un peu loin. Ok, je la vois maintenant. Ok. Voilà, super. Merci, Ok, pardon. allez-y. Michael Chobodo, Oui, Président. le très grand pays était invisible sur mon écran, donc maintenant il est visible. Allez-y. Merci beaucoup, Président. Alors, Ah non, 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 il n'est plus visible. Alors, un Soyez instant, hein. vigilants, hein. On a besoin de ces images, s'il vous plaît. Ok, c'est Voilà, parfait. c'est bon. Allez-y. Alors, merci Wow. beaucoup, Président. Merci beaucoup, Président. Merci, Madame Langela, pour votre communication. Alors, j'ai deux questions. Je suis Michael Chopodo, le coordonnateur du REMAPSEN au Bénin. La première question, c'est de savoir quels sont vos rapports avec les organismes qui œuvrent dans l'humanitaire à travers le monde, notamment la Croix-Rouge, qui intervient presque dans tous les pays du monde où elle a quand même des sociétés nationales afin de pouvoir adresser les questions de lutte contre les catastrophes de façon conjointe. C'est ma première question. La deuxième, c'est comment est-ce que l'aménagement du territoire peut contribuer à la lutte contre les catastrophes au niveau des différents pays en Afrique. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil au Bénin. Maintenant, le Sénégal, bonjour. Alassane Baldé. Oui, bonjour, Président. Bonjour à vous. OK. Alors, merci à tout le monde et bonjour à Madame Angela pour la qualité justement donc, de son exposé. Moi, j'aimerais l'interpeller un peu sur les différents engagements. On a beaucoup d'engagements au niveau international également, beaucoup, voilà. Mais malheureusement, sur le terrain, on note peu d'actions concrètes pour justement donc lutter contre les conséquences de ces catastrophes. Au Sénégal, par exemple, depuis des décennies, on vit avec des difficultés liées à l'avancée de la mer, mais également à la montée des eaux, notamment dans la région de Tambacounda, où beaucoup de dégâts avaient été enregistrés l'année dernière. Et malheureusement, les populations sont restées à l'état. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas également mutualiser les efforts pour plus d'efficacité sur le terrain? C'est un peu ça ma préoccupation. Merci, madame. Madame Langela, vous avez bien noté?
Oui, oui, j'ai bien noté. D'accord, Et super, j'ai d'accord. noté aussi des questions dans le chat. Non, dans Euh, le chat, vous laissez, on va revenir avec les questions du chat à la fin, sinon vous allez être perturbé. On va demander maintenant à Sergine Rema de la RDC de poser sa question. Bonjour Sergine. Bonjour, Président. Bonjour, Madame Langela. Allô, vous m'entendez? oui, oui, On oui. vous entend, allez-y, allez-y. Alors, Madame Langela, on parle beaucoup plus des pays pollueurs-payeurs. Alors, j'aimerais savoir leur contribution dans les efforts que vous fournissez, vous, au niveau des Nations Unies, pour lutter en fait, pour arriver à réduire les risques de catastrophes. J'en parle pourquoi? Parce qu'en République démocratique du Congo, qui est aussi l'un des pays africains, nous connaissons beaucoup de problèmes de catastrophes, surtout de la gestion, et beaucoup de ces problèmes-là sont liés au climat. Aujourd'hui, s'il y a dérèglement du climat, il y a notamment cette contribution des pays pollueurs qui sont dans les industries et nous subissons seulement. Alors, j'aimerais savoir s'ils ont une contribution dans les efforts que vous fournissez. Je suis Sergine Rehema. Je suis coordonnatrice nationale du REMAPSEN RDC. Je suis aussi journaliste à la radio Top Congo FM et aussi j'entretiens un site environnemental greenrdc.cd. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sergine, et bonne journée à Kinshasa. Alors, on va maintenant aller en Guinée équatoriale. Ascension Abang est journaliste donc au niveau de la Guinée équatoriale. Bonjour. Bonjour. Abang? Bon, ok, elle ne répond pas. Je vais peut-être partir au Gabon une dernière fois. Michael Mukwangi. Les amis, Bonjour. soyez vigilants sur vos micros, hein. Une fois que j'ai activé que vous ne faites pas le retour, l'activation se perd, donc vous restez fermé. Michael, c'est à vous maintenant. D'accord, merci beaucoup, Président, et bonjour à tout le monde. Bonjour à Madame Langela pour déjà merci pour les explications qui sont très illustratives de ce que nous vivons aussi bien en Afrique qu'un peu partout à travers le monde. Alors, moi, j'ai une question. L'Afrique, c'est à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Elle est plus dans une stratégie d'adaptation que d'atténuation. On sait que les pays développés ont une grande part de responsabilités dans ce qui se passe au niveau de l'Afrique en matière de catastrophes. Vous, quel est votre plaidoyer justement pour amener ces pays à prendre leurs responsabilités vis-à-vis du principe payeur dont on vient de faire état ma consoeur de la RDC? Et au niveau panafricain, comment est-ce que vous arrivez justement à soutenir les organismes et pourquoi pas les médias à être de bons ambassadeurs justement dans les sensibilisations vis-à-vis de ces catastrophes? Merci. Merci beaucoup, Michael. Bonne journée. Merci. On va juste aller donc en Guinée équatoriale. Bonjour. Abang. Bonjour. La Guinée équatoriale. D'accord. La Guinée ne répond pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, je vous entends, je ne vous vois pas. Bamba, vous me suivez? Voilà. Vous me suivez? Allez-y, madame. Allez-y pour votre question. Bonjour à Bamba. Oh là là. Bon. Difficulté avec la Guinée équatoriale. Alors, Président? on va peut-être transiter, on va revenir au Bénin pour juste interroger. Elle doit avoir un souci de réseau. Pardonnez-moi, je repérais donc notre consoeur Claire Sacramento Stéphane du Bénin qui a également une question, une ou deux questions. Stéphane? Claire Stéphane, s'il te plaît, Oui, bonjour Président, bonjour Madame Langela et merci infiniment pour tous ces détails-là, toutes ces belles informations très importantes que vous avez partagées avec nous. Je voudrais juste, il y a quelques confrères qui sont revenus là-dessus, je voudrais vraiment accentuer pour demander par rapport à la COP30 qui va se tenir en novembre prochain. L'objectif principal, c'est bien de réviser à la hausse
eh bien, les objectifs des pays en matière de la réduction du gaz à effet de serre. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé des avancées de la COP 29 à la COP 30, par exemple, par rapport aux engagements pris par les pays? Parce que les pays ont pris des engagements dans ce sens-là pour réduire le gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui a été réalisé jusque-là? Et maintenant, on parle de revoir à la hausse les objectifs. Il faut qu'on sache un peu d'où on a quitté, où est-ce qu'on est, pour savoir comment améliorer les choses. Merci infiniment et bonne suite. Merci beaucoup, Claire Stéphane Sacramento. On va maintenant retourner avec Madame Langela. Ça fait beaucoup de questions. On va vous laisser un peu souffler. Et Oui. après, on reviendra pour la troisième partie avec les questions dans le chat. Je demande à Hector d'être un peu vigilant sur le micro, s'il vous plaît. Voilà. Madame Langela, vous avez la parole. J'espère bien que Oui. vous êtes là. D'accord. Oui, je Allez-y. suis là, je vous entends. Alors, je vous ai beaucoup entendu parler du soutien aux pays africains qui sont le principe des pollueurs-payeurs, les engagements de la COP. Et donc ça, c'est toutes ces questions sur toutes les questions du financement, que ce soit de l'adaptation climatique, de la réduction des risques et plus globalement du développement, le plaidoyer de l'UNDRA rejoint celui du secrétaire général de l'ONU en appelant les États membres à augmenter leur financement et leur soutien aux pays les plus vulnérables. Et nous, ce que l'on souligne régulièrement, c'est que les risques ne sont, ne sont ne s'arrête pas aux frontières et que donc les pays développés doivent aussi se rendre compte des effets en cascade, des effets sur les chaînes d'approvisionnement, sur leurs économies de la crise climatique et que donc on a vraiment besoin d'une action collective. Nous soulignons également que la réduction des risques de catastrophes et l'action climatique, notamment l'adaptation climatique, il y a beaucoup de points d'entrée communs. Et donc, on travaille à développer des politiques cohérentes entre les responsables de l'adaptation climatique, les responsables de la gestion des risques, pour mutualiser les ressources, pour optimiser ces ressources et ces actions dans ce domaine. Ça rejoint aussi les questions de comment on travaille avec le secteur humanitaire. Donc là aussi, il s'agit d'optimiser nos actions dans un contexte de ressources limitées. Nous travaillons notamment avec le Bureau des affaires humanitaires pour aider les bureaux d'action humanitaire à préparer leur plan d'action pour les risques les plus probables. Donc là, je reviens encore sur la question de l'analyse du risque et à faire aussi développer des actions de financement anticipatif. Je reviens sur ce dont je parlais précédemment. Donc, sur la base de la connaissance des risques que l'on a, du développement de systèmes d'alerte précoce, faire
s'assurer que certains des financements ne soient plus juste alloués à la réponse, mais soient aussi anticipatifs avant la crise pour permettre de financer la prévention et assurer une reconstruction, un relèvement plus rapide. Euh, et euh, il y avait une question aussi très intéressante sur l'aménagement du territoire. Alors, l'aménagement du territoire, c'est au cœur de la réduction des risques de catastrophe. Où l'on construit, c'est ça qui détermine beaucoup la nature de notre risque. Donc, connaître le risque et faire des cartes de risque d'inondation, de risque d'éboulement, tout ça, c'est absolument un travail fondamental pour guider l'aménagement du territoire, notamment en Afrique où on connaît et on va continuer de connaître une urbanisation très rapide. Et donc, s'assurer que l'on ne construit pas dans des zones très exposées ou alors que l'on construit de façon adaptée en surélevant les constructions dans les zones inondables, par exemple, c'est une dimension fondamentale de la réduction des risques. Donc, je dirais vraiment, l'aménagement du territoire, c'est au cœur de la réduction des risques de catastrophe. Et puis, il y avait aussi une question sur le soutien aux médias. Alors, les 5 dernières années, nous avons conduit un projet à UNDR qui s'appelait Media Saving Lives, les médias sauvent des vies, en collaboration avec les unions de radio-télédiffusion pour soutenir les médias, les former sur les questions de réduction des risques de catastrophe et produire notamment à travers des coproductions sur ce thème. Donc, ce projet-là, aujourd'hui, s'est achevé et maintenant, nous axons notre travail, donc toujours sur la formation, sur cette question éditoriale et nous aurons prochainement une formation en ligne qui sera disponible et que j'aurai le plaisir de partager avec votre réseau. Mais aussi des formations en personne. Pour discuter donc du traitement de la question du risque, mais aussi de la résilience des médias en tant qu'organisation. Hein. Est-ce que votre rédaction est capable d'opérer pendant un cyclone ou pendant des inondations? Que se passe-t-il s'il n'y a plus d'électricité? Pendant combien de temps pouvez-vous continuer à émettre sur la télé, sur la radio? Donc, toutes ces questions-là sont également très importantes. Donc, ça, c'est un autre aspect de notre travail, notamment en collaboration avec l'UNESCO. Et puis, finalement, nous travaillons aussi sur la communication des risques à amener autour de la table médias, responsables institutionnels, de la communication institutionnelle, pour améliorer les échanges, notamment avant et pendant les catastrophes, et la collaboration entre médias et acteurs institutionnels, et une meilleure compréhension des enjeux de la communication des risques. Voilà. Je pense que Madame Langela a fait le tour des questions. Hein. OK. Alors, je vois que 2 personnes ont levé la main. Je demande à Hector de se tenir prêt pour les questions dans le chat, mais avant, j'ai 2 personnes que je vois ici. S'il vous plaît, quand je réactive votre micro, il faut l'activer à votre niveau, s'il vous plaît. Monsieur Marc Bouquet, je ne sais pas c'est qui exactement. Vous allez vous présenter.
et Madame Bintou Sanogo de la Côte d'Ivoire. Voici les deux derniers intervenants. Marc Bouquet, vous avez la parole. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Vous m'écoutez? Bonjour. On vous entend. Oui, Allez-y. bonjour. Moi, c'est Bonjour. Roch Gervais, Louo de la Ah, radio ok. du Congo, de la République du Congo. En D'accord. fait, j'ai utilisé un autre appareil. Bon, Madame C'est Fanny pas est bien plusieurs grave. fois revenue. C'est bon? Oui, Je peux Allez-y, allez-y. continuer? oui. Allez-y. Je disais que notre intervenant, Madame Fanny, est revenue plusieurs fois sur les enjeux de réduction des risques de catastrophes. Est-ce qu'au niveau africain, je veux parler au niveau du savoir africain, est-ce que le savoir africain n'est-il pas une option pour réduire les enjeux des risques de catastrophes? Le savoir africain, parce qu'aujourd'hui, chez nous, par exemple, en République du Congo, comme Madame a plusieurs fois revenu sur les alertes précoces, la Croix-Rouge congolaise utilise ce qu'on appelle par les alertes précoces pour prévenir les populations sur les différentes catastrophes, notamment autour de Moussaka, Lukolela et autres dans la partie nord. D'accord. Allô? Merci Oui, beaucoup. On vous merci. entend. Vous avez fini? Oui, j'ai Il y a une fini, autre question? président. C'est Gervais. Non, ça D'accord. va, puisque les autres C'est m'ont gentil. devancé. Merci beaucoup, Oui, c'est oui, Gervais. il n'y a pas de problème. Madame Langela a pris bonne note. On va Merci. maintenant donner la parole à Bintou Sanogo de la Côte d'Ivoire. Bintou? D'accord. Bonjour, Président. Je, Bonjour. je salue également les deux modérateurs. Et puis, Merci. félicitations à Madame Fanny Langella. J'ai bien suivi sa communication de bout en bout. Certes, j'avais déjà une idée concernant l'impact des catastrophes naturelles, qui ne sont pas aussi naturelles que ça, puisque quand j'ai écouté la communication de Madame Langella, elle a dit que c'est un peu des choix au niveau des pays et puis aussi notre mode de vie qui influence la nature, qui se détracte après pour créer ces catastrophes naturelles-là. Donc, elles ne sont pas aussi naturelles que ça. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi le rôle des médias qu'elle a mis en valeur, qu'elle a mis en exergue. Et puis, ma question, comment est-ce que, c'est vrai qu'elle a parlé de prévention des catastrophes et tout, mais comment les communautés peuvent-elles se préparer en amont, même pendant et après les catastrophes naturelles? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bintou. On va maintenant donner la parole à Som Ligom du Cameroun. Ouais, activez votre micro, monsieur Som, s'il vous plaît. Monsieur Som? Bonjour, Président. Est-ce que je suis écouté? Bonjour, Président. Bonjour, Oui, 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 on vous Madame. entend bien. Allez-y, allez-y. OK. Bonjour à tout le monde et salutations à Hector et à Lynn Batongue, qui étaient nos deux modérateurs. Je, En fait, j'avais deux questions. C'est vrai que la dernière est presque répondue. La première, c'est que l'Observatoire national sur les changements climatiques au Cameroun produit, par exemple, des alertes euh, sur les risques et les catastrophes à venir en termes d'inondation, glissement de terrain et autres. Alors nous, en travaillant dans ce domaine-là, nous nous sommes rendus compte que une grande marge de la population était mise en marche de cette initiative parce qu'elle n'accédait pas à l'information. Et cette marge de la population, ce sont les personnes handicapées, handicapées de tout genre. Au Cameroun, par exemple, on indique qu'il y a environ 10% de la population, donc environ 3 millions de personnes qui vivent avec un handicap. Et on s'est rendu compte que pendant les catastrophes, elles sont les plus vulnérables. Alors la question, c'est comment est-ce qu'au niveau de UNDR, on fait pour se rassurer quand même que ces populations-là sont prises en compte dans les politiques que les gouvernements mettent sur place afin de d'abord permettre que l'information en termes d'alerte précoce arrive à ces personnes-là et qu'elles vivent aussi peut-être les moyens de réponse
mises en place pour permettre à ces personnes d'échapper au danger lorsqu'il est déjà présent. Peut-être la deuxième question que j'avais et que je m'avais quand même posée, c'est le risque, en fait, l'impact culturel. On se rend quand même compte que beaucoup de catastrophes que nous vivons, Madame l'a dit, sont liées à l'humain. Comment est-ce qu'au niveau de UNDA, on fait pour se rassurer que les populations qui sont parfois ancrées dans leur culture, qui ne veulent pas des relocalisations alors qu'elles sont conscientes qu'il y a un danger qui pourrait venir, comment est-ce qu'on fait pour les sensibiliser? Comment est-ce que UNDA travaille avec peut-être les acteurs locaux, les gouvernements, pour permettre que ces personnes comprennent que leurs vies sont plus valables que peut-être leur culture? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée au Cameroun. Alors, Touré Aboubakar de la Guinée, vous pouvez activer votre micro. Touré Aboubakar. Touré. Bon, alors, on a Djibril, je ne sais pas de quel pays. Je vous donne la parole, vous allez vous présenter. Bonjour, Président. Bonjour. Je m'appelle Djibril Kenfa. Je suis journaliste au On ne vous entend pas bien, il y a Cameroun. Je un travaille problème de pour réseau. le compte de... Allez-y, allez-y. Désolé, désolé, Cameroun désolé, Business désolé, Today. on pourra pas continuer parce qu'on vous entend difficilement. Allô? Allô, Djibril? Oui. Et bonjour, Lynn. Oui, vous avez des Allô, soucis de Lynn. connexion? Oui, allez. Vas-y, on t'écoute, si ça peut passer là maintenant. Oui, en fait, ma question était en lien. Ma question était en lien avec la recherche-développement. Et c'est vrai que Madame Langela parlait de la difficulté qu'il y a à obtenir des statistiques en ce qui concerne les risques naturels et leurs impacts économiques. Juste pour savoir, est-ce qu'au niveau de l'UNDR, il y a un programme qui est prévu pour travailler en synergie avec la recherche développement, c'est-à-dire les chercheurs, pour produire des statistiques fiables sur le long terme? Merci. Vous Djibril appelez de Kemtak quel est pays? On journaliste. n'a pas noté. Il est Je suis du journaliste au Cameroun. quotidien national du Cameroun, Cameroun Ah, Tribune. ok, d'accord, super, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Désolé, Madame Langela, on va vous donner la parole. Toutes nos excuses à Hector. On va te revenir tout à l'heure pour la fin. Il n'y a plus de questions. Il n'y a que maintenant les questions dans le chat. Donc, je vais donner la parole à Madame Langela pour ne pas surcharger toutes ces questions-là sur un seul esprit. Madame Langela, vous pouvez répondre aux questions qui ont été posées. Oui, 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 tout à fait. Je vais commencer par la dernière. Donc, en ce qui concerne les données et notamment les données sur les pertes, nous travaillons avec les bureaux nationaux de la statistique pour aider au développement de méthodologies, parce qu'il y a beaucoup de questions méthodologiques sur la question de comment on comptabilise les pertes. Donc, on a aussi lancé un nouveau système de base de données pour comptabiliser ces pertes et on collabore aussi avec des experts sur les questions comment, par exemple, on mesure les pertes liées à la sécheresse ou à la désertification, à des phénomènes qui sont sur le temps plus long. Donc, beaucoup de travaux sur la méthodologie. On a aussi engagé tout un travail avec la communauté scientifique autour des définitions des aléas. Et donc le développement de définitions scientifiques qui doivent aussi permettre de mieux comptabiliser, de mieux prendre en compte aussi les effets en cascade de comment un aléa en entraîne un autre. Donc
ça, c'est aussi un travail important. Et on a à peu près 300 définitions de différents aléas qui ont été établies de façon collaborative avec la communauté scientifique. On gère également une plateforme de gestion des connaissances qui s'appelle Prevention Web, où on capture toute la recherche, entre autres, hein, dans le domaine de la réduction des risques, en tout cas toute la recherche qui est publiée de façon ouverte. Et on y présente aussi beaucoup de contributions de chercheurs, de blogs et de réflexions qui viennent de la communauté scientifique. Et sur ce réseau Prevention Web, on a aussi un portail qui s'adresse aux médias avec des ressources pour mieux couvrir les questions des risques et pour élargir la perspective de la couverture sur la question des risques. Vous m'avez également posé un certain nombre de questions sur la préparation des communautés locales, sur l'expérience et les connaissances locales, sur la dimension culturelle. Et donc, je pense que toutes ces questions, pour moi, sont assez liées. En gros, il n'y a pas une seule réponse à comment est-ce qu'on peut mieux préparer les communautés locales, parce que le risque est local. La perception du risque des communautés est locale. Les dimensions culturelles sont locales. Et donc, c'est vraiment essentiel d'intégrer l'expérience, les savoirs locaux dans toutes nos approches. En termes de communication des risques, on a travaillé avec BBC Media Action et on a développé un guide de recherche qui doit permettre de poser les bonnes questions sur les audiences pour mieux comprendre toutes ces dimensions d'expérience historique, d'inégalité sociale, d'accès à l'information, d'alphabétisation, des dimensions culturelles. Parce que pour nous, c'est vraiment la base, c'est de comprendre les communautés. Et une fois qu'on a une base de recherche qui nous permette de mieux comprendre ces réalités, ces perceptions locales, à partir de là, on peut vraiment engager un dialogue, idéalement aussi avec des acteurs des médias pour voir comment on peut influencer des changements de comportement, sur quel levier on peut s'appuyer, quelles sont les valeurs essentielles pour ces populations sur lesquelles on peut s'appuyer, parce que ce n'est pas un discours qui viendra de Genève ou New York qui pourra convaincre des populations qui ont, par exemple, leurs ancêtres enterrés dans des zones inondables et qui ne bougent pas parce que leurs ancêtres sont là, ils ont un ancrage culturel très important et même s'ils subissent des inondations tous les ans, le coût qu'ils perçoivent de quitter ces terres est perçu comme trop important. Donc, pour pouvoir changer leur perception, changer leur regard, il va vraiment falloir développer une compréhension très fine et en profondeur de ces réalités-là et ensuite adopter des stratégies de communication qui sont adaptées et qui ne vont pas à sens unique. Hein. C'est là où la question du dialogue, donner voix aussi à ces communautés, va être absolument essentielle. Finalement, je voulais aussi rebondir sur la question des personnes handicapées. Je vous remercie beaucoup d'avoir soulevé cette question qui nous tient énormément à cœur à UNDR. C'est absolument indispensable d'inclure les personnes handicapées dans ces conversations.
ils ont un slogan, les organisations de personnes, des personnes handicapées, elles ont un slogan, rien sur nous sans nous. Et donc, la première chose, c'est de les inclure dans ces conversations, qu'elles puissent partager leur réalité. Le handicap, il a des facettes multiples. Et donc, il faut vraiment s'appuyer sur les expériences de ces personnes-là pour comprendre quelles sont leurs barrières et comment on peut travailler avec elles pour surmonter ces barrières. Elles ont aussi des ressources. Elles doivent souvent faire preuve d'énormément de capacités d'adaptation. Donc, elles ont beaucoup de capacités et de créativité sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, les questions d'accessibilité, que ce soit l'accessibilité de l'environnement physique, que ce soit l'accessibilité des modes de communication, d'utiliser des canaux différents pour pouvoir atteindre des personnes qui ont des barrières de handicap différents. Tout ça, c'est des stratégies qu'on peut mettre en place, mais la première chose à faire, c'est d'engager un dialogue avec ces personnes-là afin qu'elles puissent nous partager leur réalité et ce dont elles ont besoin. Et puis finalement, et là, je retourne sur le début de mes réponses sur les données. C'est très important de collecter et d'utiliser des données qui soient ventilées, c'est-à-dire ventilées par sexe, par âge, par handicap, par localisation. C'est ça qui nous permet aussi de faire un vrai Allô? suivi et Tu pour m'entends? voir l'impact. Oui, je vous entends. Oui, c'est bon, madame, allez-y. Oui, donc c'est la collecte de ces données ventilées, c'est aussi ça qui nous permet d'évaluer les progrès que l'on peut faire, d'évaluer si nos systèmes d'alerte précoce, si nos plans de réduction des risques atteignent bien tous les groupes sociaux et notamment ceux qui sont les plus à risque. Merci. Merci infiniment, madame Langela, qui a Alors, ainsi terminé madame son tour. Langela, je voudrais juste vous demander de vous tenir prête pour recevoir les questions de nos collègues qui n'ont pas pu poser leurs questions directement. Est-ce qu'il est là, monsieur Hector Namangue? Oui, président, je suis là. OK, allez-y, si vous pouvez activer votre caméra pour les questions. OK. Alors, bon, il y a plusieurs questions venues de plusieurs pays. La Il y première a, ici, il y a c'est combien celui de du questions à Bénin peu près? du journaliste Megan. Allô? Allô, Hector? Bon, Hector a toujours des soucis de réseau. Tu nous entends? Je pense que c'est mieux que Hector désactive sa caméra et là, ça Bon, va OK, il être un faut peu plus désactiver la fluide. caméra, on aura un meilleur son. Il faut désactiver la caméra, on aura un meilleur son. Hector, c'est bon? Hector, tu nous entends ou pas? Batongue, tu as pu noter quelques questions à ton niveau? Alors, il y a, comme il était en train de le dire, qu'il y a eu de nombreuses questions de nos confrères de plusieurs pays. Il y a, par exemple, Mégane Valère Soussou, qui est journaliste à Planet Times au Bénin, qui a, par exemple, posé sa question là. Si Hector n'est pas là, bah, Il faut y aller, madame, on est un peu en retard. Allez-y. un instant, président, je reviens rapidement sur sa question. Alors, lui,
Il dit que dans un contexte où certaines catastrophes restent imprévisibles et où les données peuvent parfois être incomplètes ou erronées simplement, comment est-ce que les acteurs, oh là là, comment est-ce que les acteurs peuvent maintenir des stratégies fiables et crédibles de gestion des risques, surtout au plan local? Voilà. Et puis, il y a Monsieur du Cameroun, Gibril, qui dit, qui lui demande est-ce qu'il existe au niveau de l'UNDR un plan de formation des journalistes pour leur mise à niveau, pour la mise à niveau de leurs connaissances. Je crois que Madame a répondu là-dessus. Elle a répondu déjà à cette question aussi. Il y a Prince Pendant qui est le coordonnateur du REMAPSEN au Cameroun. Et il est le promoteur des journaux Carrefour et Horizon Santé. Eh bien, parlant des actions locales, il, il, euh, il précise que Madame Langela a parlé de la communication sur le risque. Est-ce qu'elle ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller au-delà de la communication sur ces risques-là en insistant, en suscitant un engagement communautaire? En d'autres termes, les communautés, est-ce qu'elles n'ont pas elles-mêmes un rôle important à jouer là-dessus pour la réduction des risques dont elles sont victimes, ces communautés-là? Voilà. En gros, je crois qu'on peut y aller là, hein. D'accord, merci beaucoup. Ce sont les questions que vous avez notées. Merci, madame. On va donner la parole à madame Langela pour répondre à ses préoccupations. Bon, j'espère que on n'aura pas d'autres questions entre-temps, quoi. Madame Langela, vous avez la parole. Alors, la question des données incomplètes, c'est une question très, très intéressante. Et je crois que on parlait tout à l'heure des savoirs locaux, des connaissances locales. Et là, c'est un domaine où il est important de pouvoir s'appuyer sur des sources différentes, que ce soit donc en interrogeant les communautés et en documentant les savoirs locaux, l'histoire locale, mais aussi en s'appuyant sur des innovations en termes d'observation de la planète, par exemple, les technologies satellites, drones, les capteurs qu'on peut mettre au sol également. Toutes ces technologies nous offrent de plus en plus de sources d'informations différentes à des coûts qui aussi ont tendance à diminuer et qui peuvent nous permettre de croiser l'information. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a une organisation qui utilise des images satellites très fines avec une résolution de 3 mètres sur 3 mètres et qui croise ces données avec les données du recensement pour compter combien de personnes pour faire un modèle en fait pour savoir combien de personnes vivent dans ces bâtiments. Et à partir de là, elle croise ces données avec les données de couverture en termes de télécommunications et les cartes sur les risques. Et on peut ainsi arriver à évaluer combien de gens vont se trouver dans des zones à risque qui ne sont pas connectés à réseau téléphonique ou à Internet et que l'on doit donc pouvoir atteindre par d'autres moyens.
Donc, des initiatives innovantes de ce type aussi peuvent nous permettre d'utiliser des sources différentes de façon innovante pour combler les lacunes de données sur le terrain. Sur la question de la communication des risques, je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. La communication des risques, elle doit aller bien au-delà de juste la sensibilisation. L'objectif de la communication des risques, c'est de changer les comportements. Et donc, ça veut dire que toutes les initiatives de communication des risques, elles doivent avoir une dimension stratégique. On doit savoir exactement quelles sont les actions que l'on veut que les populations prennent. Est-ce qu'on veut qu'elles s'assurent de stocker et ça peut être des choses très simples, stocker vos récoltes à au moins 1 mètre du sol pour protéger les sacs de grains des inondations. Planter 3 semaines plus tard ou plus tôt. Ça peut être évacuer dans les 24 heures en cas d'alerte précoce. Toutes les initiatives de communication des risques, elles devraient être attachées à vraiment des changements de comportement, des objectifs de changement de comportement pour que ça aille au-delà de la sensibilisation, mais qu'on soit vraiment dans une dynamique de prévention active. Voilà, j'espère que OK. j'ai répondu Merci. à vos questions. Merci beaucoup, madame. Je crois qu'on a un peu débordé du temps imparti, mais vu l'intérêt donc du sujet, on a autorisé cela. Merci pour votre disponibilité. Est-ce que vous pourrez nous dire un dernier mot? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez envie de dire pour lesquelles les questions n'ont pas été orientées? Alors, je voulais juste partager quelques liens avec vous. Tout d'abord, j'ai mis dans le chat le groupe WhatsApp, notre communauté WhatsApp des médias sur les réductions des risques de catastrophe. Nous allons prochainement lancer notre cours en ligne et nous aurons aussi une version francophone. Donc, je vous invite à rejoindre ce groupe. Je vous invite aussi à partager avec nous les sujets que vous pouvez écrire sur ce thème-là. Nous allons prochainement lancer une initiative pour partager les meilleurs articles ou les meilleurs sujets médiatiques couvrant la question sur sur nos réseaux, notamment notre réseau social LinkedIn qui a presque 900 000 utilisateurs. Donc, je vous invite à rejoindre cette communauté pour être au courant des initiatives de formation, mais aussi pour partager avec nous vos articles sur la question. Je vous invite aussi à consulter le Media Hub de Prevention Web, qui a beaucoup de ressources et qui va très prochainement être publié aussi en français, qui a beaucoup de ressources sur sur les risques pour les médias. Et enfin, on n'a pas trop eu l'occasion d'en parler, mais le journalisme de solution, je crois que c'est quand même un thème qui est très intéressant et à explorer. Et donc, je voulais vous inviter aussi à consulter sur Prevention Web toutes ces histoires que l'on publie sur les solutions que l'on peut mettre en œuvre pour réduire les catastrophes. Et notamment, je pense que si vous couvrez une catastrophe dans votre pays ou dans votre région et que vous cherchez à la mettre en perspective en
comparant avec d'autres initiatives qui peuvent être mises en place dans d'autres pays, vous pourrez ici trouver des ressources et des idées intéressantes sur ce lien. Voilà, donc je voulais vous partager ces 3 liens. Ok, madame, merci pour votre disponibilité. Nous savons combien de fois vous êtes extrêmement occupée. Vous avez trouvé du temps pour nous ce jour. Merci pour tout ce que vous avez dit. Nous essaierons d'être plus proches, en tout cas, des informations que vous avez données. Et nous communiquerons justement les jours, voire les semaines à venir sur tout ce qui a été dit. Lynn Batongue, auriez-vous un dernier mot? Oui, effectivement, Président, je voudrais dire infiniment merci à Madame Langella. Merci également à tous ceux-là qui ont été présents ce jour pour ce webinaire du 3 septembre qui nous a permis en gros de comprendre le travail immense qui est fait dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe par le Bureau des Nations Unies pour la réduction de ces risques-là, l'UNDRR. Un webinaire qui a aussi permis de comprendre qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup à faire au regard des pertes économiques enregistrées par les pays africains, au regard de l'attentisme de certains de ces pays-là et au regard du fait que certaines réalités sont encore assez éloignées, comme ces politiques d'assurance ou de rémunération des victimes en cas de catastrophe. Il faut donc aujourd'hui, comme elle a dit, un dialogue, mettre en place un dialogue social. Et elle vient de le dire, les médias ont un rôle vraiment important à jouer, notamment dans la chaîne d'alerte précoce, ces médias qui constituent un maillon essentiel et qui sont constitués donc de tous ces journalistes qui sont aujourd'hui des journalistes de solutions, effectivement, qu'on ne soit plus là à présenter tout ce qui va mal, mais à donner en même temps les solutions dans chaque pays. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir améliorer les choses et réduire effectivement ces catastrophes-là. Et en cela, les journalistes que nous sommes, nous avons un rôle important à jouer, un rôle pour pouvoir accompagner nos États, nos communautés et des organisations comme l'UNDRR. Et dans ce cadre-là, vraiment, on voudrait jouer un rôle important dans la mise en œuvre des politiques de l'UNDRR au sein de notre réseau, qui est un réseau très important aujourd'hui, qui se trouve dans tous les pays africains, parce que travailler avec les médias, avec des patrons de presse, c'est important, mais travailler avec des journalistes qui sont spécialisés et justement est encore de loin bien plus important et bien plus efficace encore. Et c'est ce qui est fait au sein du REMAPSEN où on regroupe les journalistes dans les différents médias des pays africains qui sont spécialisés directement sur les questions d'environnement. Et donc, voilà quoi. J'ai été vraiment ravie de pouvoir me joindre à vous aujourd'hui et je suis sûre que nous aurons d'autres opportunités de collaborer sur ces questions. Je vous remercie beaucoup. Ok, merci à vous, mesdames, chers collègues, chers confrères. Merci à vous. Je pense que nous allons mettre un terme à notre webinaire de ce jour. Et bon, alors, à défaut de se retrouver ensemble, nous allons demander à chacun de juste lever la main comme moi pour se dire au revoir, à bientôt. Le prochain webinaire aura lieu le mois d'octobre. On vous donnera le thème certainement sur la santé. Merci à tous. Merci à Madame Langella. Toutes ces mains se lèvent pour vous seuls. Allez, bonne soirée partout en Afrique et aussi en France, partout dans le monde. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.